Ce qui s'est joué aujourd'hui dépasse largement une nouvelle journée de frappe. Nous assistons à une reconfiguration stratégique majeure du Moyen-Orient. Depuis cette nuit, Israël est sous attaque directe de l'Iran. Des salves de missiles balistiques et de drones ont visé plusieurs zones du pays, y compris le centre de Jérusalem. Le bilan est lourd, au moins 2 morts, plusieurs blessés et une population placée sous alerte continue. Mais au-delà du bilan humain, c'est la nature des frappes qui interpelle. L'utilisation de missiles à fragmentation traduit une volonté de saturation et de pression maximale sur les zones urbaines. L'Iran ne cherche plus seulement à répondre, il cherche à désorganiser. Face à cela, Israël a opéré un changement stratégique clair. Les frappes menées aujourd'hui ne sont pas seulement militaires, elles sont structurelles. Israël a visé le champ gazier de South Pars, le plus grand du monde, cœur de l'économie énergétique iranienne. C'est un signal extrêmement fort. Pour la première fois, Israël cible directement les ressources vitales du régime iranien. Cela change tout parce que frapper l'énergie, c'est frapper la capacité de financement, la stabilité intérieure et l'influence régionale. Dans le même temps, une autre ligne rouge a été approchée. Une frappe a eu lieu à proximité de la centrale nucléaire de Bushehr. La réaction de la Russie a été immédiate et révélatrice. Moscou dénonce une action irresponsable et dangereuse. Derrière ces déclarations, il y a une réalité. Le risque nucléaire entre désormais dans l'équation du conflit. Sur le plan diplomatique, les lignes bougent. Le Qatar condamne fermement la frappe israélienne, la qualifiant d'escalade irresponsable, notamment en raison de ses conséquences sur l'énergie mondiale. Les Émirats, eux, se retrouvent dans une position extrêmement délicate, cible potentielle partenaire économique mais acteur prudent. Les tensions avec l'Iran s'intensifient avec des échanges diplomatiques de plus en plus fermes. Car oui, le conflit s'étend. Les Émirats ont été visés par des missiles et drones avec interception par la défense aérienne. Des explosions ont été entendues à Dubaï. À Doha, des missiles ont été interceptés après plusieurs explosions. En Irak, à Erbil, un drone a été abattu, confirmant l'ouverture d'un nouveau front. Et ce que fait l'Iran est désormais lisible. Multiplier des théâtres d'opération, frapper Israël, frapper ses alliés, menacer les infrastructures énergétiques avec un objectif central, déséquilibrer la région et peser sur l'économie mondiale. En face, Israël poursuit une logique inverse, frappe au cœur, cibler les ressources et affaiblir durablement l'adversaire. Nous sommes donc face à 2 stratégies qui s'affrontent, une stratégie d'extension et de pression et une stratégie de neutralisation et de profondeur. Ce qui change aujourd'hui, le conflit n'est plus localisé, il est désormais régional et systémique. Il touche les capitales, les infrastructures énergétiques, les équilibres nucléaires et les grandes puissances. En conclusion, ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement une guerre, c'est une bataille pour l'équilibre du Moyen-Orient et peut-être au-delà pour l'équilibre mondial. Nous ne sommes plus dans une escalade, nous sommes entrés dans une guerre structurée, stratégique et durable. Les États-Unis et l'entité ont lancé des frappes ciblées sur les infrastructures gazières iraniennes, visant en particulier le gigantesque champ de South Pars, la plus grande réserve de gaz connue au monde. Ce site alimente environ 70% du gaz naturel consommé en Iran et est exploité depuis la fin des années 90. C'est le coup le plus sévère porté aux infrastructures énergétiques iraniennes depuis le début de la guerre. Rappelons que des installations de ce même site avaient été frappées, touchées lors de la guerre des 12 jours. Les conséquences pourraient être massives. Les prix mondiaux du GNL risquent de s'envoler, d'autant que les contre-attaques iraniennes viseront probablement les infrastructures énergétiques des pays du Golfe. L'objectif immédiat des frappes est de paralyser le réseau électrique iranien. Les gisements touchés représentent 70 à 75% de la production nationale de gaz et près de 80% de l'électricité iranienne dépend de ce gaz. Résultat, la sécurité énergétique de tout le pays est désormais menacée. Mais il y a une stratégie plus large derrière ces frappes. Les États-Unis et l'entité savent que l'Iran ripostera. Ils anticipent que ces représailles toucheront avant tout les pays du Golfe. L'objectif est de provoquer une escalade régionale et entraîner ces pays dans le conflit, détruisant toute possibilité de neutralité. Malheureusement, chaque frappe est une manœuvre calculée pour envenimer les tensions et fracturer davantage la région. Ça y est, nous y sommes. Vous vouliez un point de basculement, on y est. Israël a bombardé la plus grande réserve de gaz au monde qui se trouve en Iran. L'Iran avait prévenu, si vous attaquez nos énergies, on bombardera les vôtres et il n'y aura plus de gaz et de pétrole pour personne. Voici d'autres images. Autant dire que là, les gars, on est à un tournant de la guerre. D'ailleurs, dans la foulée, l'Iran a bombardé Israël et on peut voir des missiles qui sont tombés sur des tombes. Il y a aussi d'autres missiles qui sont tombés dans d'autres lieux. C'est juste un rappel, mais hier soir, l'Iran a également bombardé Israël et je peux vous assurer que hier, Tel Aviv était dans le rouge. Regardez bien, ça c'est la frappe iranienne d'hier soir. Énormément de missiles sont passés. Et je vous parle même pas du pays
qui était complètement en feu hier soir. Retenez bien une chose, aujourd'hui à la télévision, l'Iran affirme que les infrastructures énergétiques et gazières américano-israéliennes seront réduites en cendres. D'ailleurs, l'Iran affirme qu'il va attaquer la raffinerie de pétrole israélienne à Haïfa. Préparez-vous parce que là, ce qui va arriver, ce sera encore plus grand et plus gros que ce qu'on a déjà vu. On s'abonne, on like et on commente si vous aimez ce genre de résumé. Le pétrole dirige le monde. Certains experts et politiciens nous expliquent depuis des décennies que la dépendance au pétrole appartenait aux années 70. Choc pétrolier, file d'attente aux stations, économie paralysée. Mais regarde ce qu'il se passe actuellement. Le prix du pétrole explose et s'effondre de 10, 20, 30% en une journée, et ce, tous les jours. Pourquoi ? Parce que le détroit d'Ormuz est quasiment bloqué. C'est un passage maritime où transite un tiers du pétrole mondial transporté par bateau. Il y a eu des attaques de navires, un terminal pétrolier a été évacué à Oman et les marchés financiers ont paniqué. Et même la libération de 400 millions de barils de pétrole n'ont pas suffi à calmer les investisseurs. 400 millions de barils, c'est l'équivalent d'un mois de consommation pour toute l'Europe. Alors oui, la part du pétrole dans le monde a baissé. En 1973, il représentait 46% de l'énergie mondiale. Aujourd'hui, c'est environ 30%. Une baisse relative, car en 1970, on consommait 48 millions de barils par jour. Aujourd'hui, 100 millions, à cause du transport, de la pétrochimie et de l'essor de l'Asie. Alors oui, le pétrole n'est plus tout le système énergétique mondial, mais il reste la colonne vertébrale de l'économie mondiale. Mais si le prix de l'essence augmente trop, ou si les marchés financiers baisse trop, Trump mettra un terme à cette guerre très rapidement. Mets en commentaire ce que t'en penses et abonne-toi. L'Iran a confirmé la mort de Larijani. Cet assassinat minable montre à quel point Israël est dans l'impasse. Pourquoi j'ai dit ça ? 3 points. D'abord, Israël et les États-Unis ne peuvent pas gagner cette guerre lancée par eux-mêmes. Ils sont de plus en plus loin de leur objectif, c'est-à-dire renverser les autorités iraniennes, installer un gouvernement à leur botte. C'est mission ratée et mission impossible. Mais avouer l'échec, ce serait un suicide politique pour Trump et Netanyahou. Alors coincés, ils continuent de frapper, ils se battent comme des animaux pris au piège. Ensuite, les deux chefs n'ont pas le même agenda. Trump, lui, il pense aux élections de mi-mandat en novembre. Netanyahou, non. Lui, il pense à son procès. Parce que quand la guerre s'arrêtera, son procès reprendra. Donc Netanyahou a tout intérêt à ce que la guerre dure pour repousser l'échéance. Mais Trump, lui, ne peut pas se permettre une guerre qui traîne après octobre. Sinon, ces élections, c'est fichu. Troisièmement, même dans l'administration Trump, le doute s'installe. Où est J.D. Vance, ce vice-président qui d'habitude applaudit chaque mot de Trump? Il ne dit rien sur la guerre en Iran. Est-ce qu'il prépare discrètement l'après-Trump? Je m'en doute. Et puis le 17 mars, un haut responsable du renseignement américain a démissionné. Cet homme, Joe Kent, directeur du Centre national antiterrorisme américain, n'en peut plus de cette guerre. Dans son message sur X, il a écrit « Il est clair que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Je suis convaincu qu'il n'est pas le seul à penser ça. Et vous, croyez-vous que tous les Américains approuvent cette guerre? Croyez-vous que tous les Israéliens l'approuvent? Dites-moi dans le commentaire. » L'information est désormais officielle. Les autorités de Téhéran viennent de confirmer une nouvelle majeure. La mort du secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani. Ce décès, que nous évoquions déjà ce matin, marque un tournant critique dans l'escalade actuelle entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Le Conseil suprême de sécurité nationale a publié un communiqué confirmant que le haut responsable a succombé à une frappe ciblée à l'aube. Mais le bilan est plus lourd. Ali Larijani n'est pas tombé seul. À ses côtés ont péri son adjoint, Ali Benyemassemi, numéro 2 des milices Bassidjis, ainsi que son propre fils, qui occupait les fonctions d'assistant, et plusieurs membres de sa garde rapprochée. Cette opération démontre une infiltration sans précédent des services de renseignement au cœur même de la capitale iranienne. Toutefois, si Tel Aviv et Washington perçoivent cela comme une victoire tactique, l'analyse stratégique suggère une réalité différente. L'Iran dispose d'un protocole de succession rigoureux en 4 phases. Chaque cadre éliminé est immédiatement remplacé par des profils souvent décrits comme plus radicaux et déterminés que leurs prédécesseurs. À l'heure où je vous parle, des sources indiquent que des salves de missiles sont en préparation en réponse à cette attaque. Avec une armée de plus de 300 000 hommes et un vivier inépuisable d'officiers supérieurs, le régime de Téhéran ne semble pas affaibli structurellement, mais plutôt poussé vers une riposte de grande ampleur. La nomination du successeur au Conseil de sécurité est attendue sous 24 à 48 heures. Nous suivons l'évolution de la situation minute par minute. Selon vous, cette exécution va-t-elle freiner les ambitions régionales de l'Iran ou provoquer l'embrasement généralisé que tout le monde redoute ?
Partagez votre analyse en commentaire et restez connectés pour nos prochaines mises à jour. Merci de votre attention. La vidéo que je vous diffuse là, c'est un extrait de ce qui s'est passé cette nuit. Il y a un immeuble qui s'est effondré dans le centre de Beyrouth après des frappes aériennes israéliennes. Et vraiment, hein, ça reste à vomir de voir à quel point on y va sans regarder ce qu'il y a autour. On voit les civils courir, mais juste imaginez un seul instant le nombre de personnes qu'il devait y avoir dans cet immeuble qui a été bombardé volontairement par Israël. Et après, on va nous dire que y a pas de génocide. Et là, je parle bien du Liban, je suis pas en train de parler de la Palestine. Hein. Ils tuent pour le plaisir, ils bombardent pour le plaisir des civils dans des immeubles. Et personne ne fait rien. Et les images, elles parlent d'elles-mêmes, hein. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas de fake, c'est des images amateurs. Et quoi qu'il arrive, c'est dégueulasse. Dégueulasse de voir qu'au final, tout le monde laisse faire et que personne ne bouge. Et j'ai l'impression qu'on aura beau le dire autant de fois qu'on peut, c'est pas pour autant que la situation changera. En tout cas, je sais pas si un jour on aura un miraculé quelque part qui va sortir et qui va réussir à stopper l'armée israélienne, mais ça reste dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire.